Bonjour, je suis Franck de G-Team Coaching. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast des birdies plein la tête. Du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Anne-Laure Davy qui nous reçoit virtuellement chez elle. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Anne-Laure, tu es actuellement footballeuse pro, jouant pour le RAF, un club de Division 2 qui vise la remontée en Division 1. Mais avant d'être footballeuse, tu es surtout une sportive avec une passion partagée pour l'athlétisme, un sport que tu as pratiqué comme le foot, notamment pendant des années universitaires aux États-Unis puis au Pays de Galles. Et ces études itinérantes qui t'ont fait passer par les États-Unis, les Royaumes-Unis et la France t'ont amené à un master en sciences du sport et de l'amélioration de la performance. Tu reprends à ton compte une citation de C. Joy Bell C qui dit I don't fit into any stereotypes and I like myself that way. Donc on laissera les gens traduire, on te laissera plutôt nous traduire cette citation intéressante et voir de quelle façon et pourquoi, comment tu t'y identifies, parce que je trouve qu'elle représente bien justement ce parcours assez éclectique qui est le tien et qui te rend particulièrement intéressante à accueillir dans notre podcast des birdies plein la tête. On va revenir au commencement, en commençant par les débuts, à Angers, avec une rencontre avec le sport, et puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es très tôt intéressé justement à des pratiques sportives, notamment le foot et pas que. Est-ce que c'est quoi? Ça vient de la famille? C'était une famille de sportifs? Tu es seule fille dans une fratrie de 4, c'est ça, hein? C'est ça, seule fille d'une fratrie de 4. Bon, alors, le sport, comment ça a commencé? C'est tout simple. Moi, mon papa et ma maman sont très très sportifs. Ma maman était footballeuse, mon papa était footballeur, pardon, du coup. Mais mon papa, il faisait aussi beaucoup d'athlétisme. Donc, on a été très tôt influencés dans ma famille pour développer une forme de pratique sportive. Et c'était naturel chez nous d'être inscrits à différents sports. Hein. Comme la plupart des jeunes filles, c'était plein de sports avant de vraiment choisir un peu ma voie. J'avais même fait de la gymnastique où j'ai arrêté au bout de 3 ans parce que ça ne me correspondait pas. Et puis, à force d'aller voir mes frères qui s'étaient investis dans des clubs de notre petite ville de campagne, je me suis dit, j'ai envie de commencer à jouer au foot. Donc, ça a commencé tout simplement. Hein. J'allais à leurs entraînements, j'assistais à leurs matchs, je m'investissais avec leurs copains garçons du quartier, etc. Et puis, j'ai commencé à jouer dans la cour de récré. Comme la plupart des petites filles, j'étais la seule fille avec les garçons. Pendant que les filles allaient jouer à la marelle ou d'autres jeux, j'allais jouer. On créait nos équipes de foot, nos cartons d'arbitrage, vraiment pour reproduire le jeu. Donc ça a vraiment commencé comme ça, je dirais un jeu. À côté, l'été, je faisais beaucoup de natation en compétition. Et puis, petit à petit, j'ai voulu formaliser tout ça. Donc, j'ai dû prendre une licence en poussine 2, puisque ma mère, je pense, elle en avait marre que je la tanne avec le fait de vouloir jouer au foot. C'est 10 ans, ça, c'est quoi? Non, 7-8 ans, peut-être 7. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Ça correspondrait à U7, je pense. Maintenant. Donc, j'ai commencé comme ça, le foot. Ça m'a amené à faire aussi de l'athlétisme parce que du coup, j'avais beaucoup d'endurance et au collège, un coup que j'ai passé au collège, le foot, ça m'avantageait énormément dans tout ce qui était cross, etc. Donc, je me suis intéressée à l'athlé par mes professeurs de PS. Donc, j'ai continué jusqu'à l'âge de 15 ans, il me semble. Ouais, c'est 3 sports, en fait. Je faisais le foot et l'athlétisme l'hiver. Et l'été, en natation estivale, je faisais la compétition de natation. Donc, ça rythmait beaucoup mes journées. Ça m'a permis aussi de connaître le haut niveau dans chacun des sports à différents moments de ma vie. Donc, voilà, ça a commencé surtout comme ça, le foot. Est-ce que donc les parents sportifs, est-ce que tes frères étaient eux aussi compétiteurs ou ouais. Sport aussi. Ils ont touché à beaucoup de sports également, foot, athlétisme, surtout natation. Et en fait, je faisais les mêmes sports qu'eux, je les suivais. D'accord. On faisait de la musique éventuellement à côté aussi. On faisait tout, on suivait les uns les autres.
Ok, Ouais. et donc après, donc c'est ça jusqu'au lycée, plus ou moins, et là, il y a une petite césure. Alors, ouais, jusqu'au lycée. Bon, alors, il y a eu plusieurs événements, je dirais, qu'on a apporté cette césure. Le foot, j'ai joué jusqu'en moins de 13 avec les garçons, où j'étais autorisée à faire à l'époque jusqu'à 3 ans. Donc, j'ai terminé à l'âge de 16 ans, on va dire. J'ai ensuite fait un an à un grand avec des filles, puis parce que je voulais continuer à faire des sélections régionales, interrégionales, etc. Et puis à un moment donné, quand je suis allée au lycée, là déjà, il fallait commencer à choisir. Est-ce que j'avais envie d'aller dans un lycée sportif athlétisme ou est-ce que j'avais des demandes de ce côté-là, soit un lycée spé sport athlé, soit un lycée vraiment football. Et ma dernière année où je transitionne des garçons avec les filles, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue du jeu féminin. Je m'embêtais, je trouvais ça moins rythmé, je ne retrouvais pas les qualités physiques des garçons, la technique, etc. Euh, du coup, je me suis plus orientée vers l'athlétisme où je commençais à avoir des bons résultats. Mes coachs, qui étaient mes professeurs de PS également au collège, m'encourageaient dans cette direction où j'étais un petit peu, je faisais du multi-épreuve, hein, du saut à la perche, du lancer du disque. Et j'adorais ce multi-épreuve. Je pouvais exercer mes compétences dans plein de domaines et c'est ça qui me plaisait. Du coup, j'ai fait le choix d'arrêter. Je savais que j'y reviendrais. Du coup, j'ai arrêté. J'ai dû arrêter seconde ou première le foot et je me suis dit, je me concentre vraiment que sur l'athlé, quoi. D'accord. Et j'ai poursuivi l'athlé jusqu'à l'université. J'ai commencé mon cursus universitaire en France parce que j'ai fait une licence d'abord en France avant de partir aux États-Unis. Et l'avantage que j'avais, c'est que on faisait du foot à l'université en France. Du D'accord. coup, je retrouvais ce jeu en fait mixte avec les garçons au sein même de l'université. Du coup, ça m'a permis, après 2 ans, 3 ans en ayant arrêté, de reprendre avec le foot que j'aimais beaucoup. Je le prenais en loisir que sur le côté universitaire et du coup, je me concentrais quand même sur l'athlé plus à ce moment-là. Et puis après, j'ai eu mes aspirations suite, suite à voir les JO de Londres, mes aspirations de venir de partir aux États-Unis, je dirais. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu as des... on a parlé du sport. Est-ce que tu as vraiment des ambitions sportives? C'est-à-dire, il y a vraiment un objectif et tu te vois produire un résultat. Et parallèlement à ça, est-ce que donc, tu poursuis des études? Est-ce que tu as d'autres options d'évolution, de carrière? Alors, ouais, à ce moment-là, j'ai énormément trop d'options, peut-être. Enfin, Ouais, trop d'options, il n'y en a jamais trop. Il y en a qui diront qu'ils n'en ont pas assez. Donc, disons que à ce moment-là, j'étais quand même focus sur mes résultats en athlète, parce que j'étais au niveau championnat de France, etc. Donc, je voulais vraiment performer au niveau de l'athlète. Euh, on me répétait énormément que j'avais des qualités physiques, des capacités, etc. Donc, ce qui m'animait le plus, en fait, depuis que je suis toute petite et dans n'importe quel haut niveau que j'ai pu acquérir dans n'importe quel de mes sports, j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices ou de voir ça comme quelque chose de difficile. Très tôt, je me rappelle encore une réflexion d'un de mes profs au lycée qui me demandait ouais, pourquoi tu vas pas aux soirées. C'est des choses qui m'ont jamais. En fait, pour moi, ça a été très tôt. Mes priorités dans ma vie, c'était le sport et les études. En fait. C'était ma façon à moi, c'était peut-être aussi ma façon de me réfugier dans les choses, mais c'était vraiment ce qui m'animait pleinement parce que le sport, pour moi, j'ai toujours vécu ça comme quelque chose qui servait ma curiosité. J'ai toujours vu le sport comme une forme d'expression de moi-même, en fait. Donc, à l'origine, je dirais pas que je cherchais à tout près être performant. Même, je me rappelle quand je faisais des podiums jeunes, je vais être honnête, hein, je m'en fichais. Je m'en fichais de gagner ou de perdre. Ce qui me passionnait, c'était plus le côté dépassement de soi parce que c'était finalement une façon d'apprendre à se connaître, une façon de s'enrichir, une façon de rencontrer des gens. c'est la Et démarche et le mode de vie qui te convenait. Ouais. cette curiosité, en fait. Et plus j'avançais dans mon parcours sportif et j'y liais les études, plus le sport, si vous voulez, m'a permis d'apprendre. C'est de vouloir performer dans le sport en voulant dépasser mes limites et toujours animé de cette curiosité qui a fait que je me suis passionnée pour tout ce qui est physiologie, anatomie, neurosciences, préparation mentale, tout ce qui englobait le lien entre le corps, l'esprit, etc. Et c'était quelque chose vraiment que je retrouvais dans le sport en poursuivant, entre guillemets, la performance ou en cherchant à m'améliorer. J'étais amenée à découvrir énormément de domaines, énormément de choses en fait.
D'accord. Et le premier cursus scolaire, donc la licence en France, c'était dans quel domaine, dans quelle spécialité? Alors, c'était une licence éducation et motricité, spécialité entraînement sportif. On m'a proposé de continuer mon master, voire même un doctorat à l'université, ce que j'ai refusé parce que j'avais d'autres projets. Et j'avais envie de découvrir d'autres choses, en fait, de ne pas me contenter que de juste faire D'accord. le parcours. Et donc en 2012, devant la télé, les JO, je crois que c'est quoi? C'est un match de France-USA ou un truc comme ça? Ouais. Dans ma tête, j'ai la conviction que j'allais toujours reprendre le foot à un moment donné. Euh, je savais pas comment ni pourquoi je voulais reprendre le foot, etc. Mais du coup, ça me porte à me porter vers à refaire des recherches sur les États-Unis. Je vois que le soccer là-bas est roi. J'étais déjà intéressée par les États-Unis parce que j'avais énormément d'amis qui partaient aux États-Unis en athlétisme. Et, euh, et j'étais impressionnée par leur. Ce qui m'inspirait, c'était leur mindset, leur façon de voir les choses. C'était un moment. J'en avais marre en fait de devoir choisir aussi à un moment donné entre le sport et mes études. Je voulais pas prioriser l'un sur l'autre. Je voulais pas faire de sacrifice. En fait, pour moi, c'était possible de faire les deux. Et le moment où je vois ça, je me dis, ok, Eureka dans ma tête, c'est si je veux continuer à faire des études et à faire du sport sans que ce soit un sacrifice, sans que ma vie soit mise entre parenthèses, il faut que j'aille aux États-Unis. C'est quoi? C'est le fait peut-être dans les commentaires, le fait d'entendre que les joueuses américaines, elles étaient en fac, elles étaient en train de. Ouais. Ouais. En fait, ça m'a amené, en fait, si vous voulez, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, je vois que là-bas, le foot, il est très bien. C'est pas du tout la même chose qu'en France. Ouais, le foot féminin est très, enfin le soccer féminin Ah, est c'est très le sport très national, hein. populaire. C'est le Ouais. premier sport que vous allez mettre vos petites filles. Nous, on va les mettre à la gym, eux, ils vont les mettre au foot. C'est ça qui est incroyable. Après, si vous voulez, ça a été le début où j'ai commencé à faire des recherches sur les États-Unis. Moi, dans ma tête, j'étais encore à vouloir performer, même au niveau de l'athlète. Donc, je me suis dit que l'athlète, voilà, ça allait me servir dans tous les cas. Mais plus je faisais des recherches, plus je voyais des athlètes qui, si vous voulez, cumulaient les saisons. C'est-à-dire que là où moi, un jour, on m'a dit, tu ne pourras pas continuer à faire tes deux sports. Là où un jour, j'avais dû choisir entre foot ou athlète, je ne comprenais pas, je trouvais ça inconcevable, quoi. Pour moi, c'était complémentaire, ça m'apportait des choses. Et, euh, je me renseigne sur le système américain, je vois que les sports sont par saison et qu'énormément, je ne comprenais pas sur les profils d'universitaires, je voyais des filles qui étaient méga performantes en foot et quand la saison était finie, elles faisaient de l'athlé. Et du coup, j'ai dit, il faut que j'aille là-bas. Et sans mettre. C'était très difficile aussi de cumuler des études supérieures en France. Oui, si l'aménagement, si l'emploi du temps n'en tient pas compte et n'est pas Très aménagé difficile. autour. Je finissais à 18h, à la fac. J'étais tous les jours sur une piste d'athlé en plus, hein, parce que quand je faisais pas qu'une épreuve, je faisais du 400 mètres haies. Quand vous faites pas qu'une épreuve, vous êtes tout le temps. L'athlé, c'est un sport qui demande une discipline énorme. Et c'était inconcevable. Enfin, le rythme était. Je me demande encore comment j'ai fait pour vivre ça pendant des années, quoi. J'avais une routine qui était du matin au soir. Tu allais en fac où, pour le coup? À Angers. Ouais. À Angers, d'accord. Et aux États-Unis, tu arrives où, pour le coup? Alors, pour le coup, je pars en Caroline du Sud, juste au sud de Charlotte, Limestone College. C'est une université moyenne, on va dire, en taille, parce que les universités là-bas sont. Les divisions sportives correspondent plus à la taille que l'université, que le niveau réel, si vous voulez, du sport. Plus une université va être grande, plus elle sera dans une division 1, etc. Moi, j'étais dans une université de division 2 en Caroline. Tu obtiens une bourse pour partir là-bas ou Oui, exactement, via l'athlétisme. D'accord. J'ai un ami qui est parti là-bas, du coup, qui était un ami de ma fac française qui était parti là-bas. Du coup, il m'a aidé à être en contact avec les coachs d'athlétisme là-bas. Et du coup, voilà, ça s'est fait. J'ai commencé à envoyer mes résultats. Un an à l'avance, j'ai commencé à préparer ce qui me semblait être un énorme truc de je ne sais pas comment j'allais faire. Parce que au final, j'ai tout fait par moi-même. Il y en a qui utilisent des agences mais c'est un parcours du combattant. Il faut faire traduire ses notes. Parce qu'à l'origine, je partais pour faire directement mon master. Mais là-bas, les masters, les licences se font en 4 ans. Donc, il a fallu que je fasse une licence... terminer une licence là-bas, donc j'ai réussi à transférer des crédits. Mais c'est tout un process qui met du temps un petit peu, mais finalement, préparer
les diplômes d'anglais, parce qu'il faut prouver qu'on est capable de suivre des cours en anglais, qu'il faut... Donc bon, c'est beaucoup de choses, mais c'est une aventure, quoi. Et donc, donc c'est 2 ans et demi, c'est ça? Ça a duré 2 ans et demi? Ouais, c'est ça. Ça a répondu à tes attentes? Il y a eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises? Quel est le bilan que tu tires de ces années? Ça a été le début du changement, ouais, dans ma vie à tout point de vue. Ça m'a questionné énormément de croyances, beaucoup de choses que leur mindset est tellement différent. Je prends par exemple l'exemple du sport, hein. Là où avant, en France, on aurait tendance à catégoriser les athlètes par qualité physique. Par exemple, je prends l'exemple de l'athlétisme, on va te dire t'es lent, tu seras jamais rapide. T'es rapide, tu seras jamais endurant, quoi. Là-bas, leur mentalité, je suis arrivée, nos coachs, même l'athlète qui est quand même un sport individuel, on faisait toutes nos séances de préparation. On est une équipe d'athlètes en fait là-bas. C'est ça qui est incroyable. Et il y a tout ce que vous voyez, que vous pouvez faire un sport d'équipe, des cris de guerre, etc. On les faisait même en entraînement. C'est une unité qui se fait en dehors et sur le terrain. C'est votre famille, hein. Votre sport, c'est votre famille. Et donc, ouais, j'ai rencontré des coachs là-bas, t'es pas rapide, on va te rendre rapide. C'était ça leur mentalité, en fait. Partir de la personne, de ce qu'elle est. Parce que finalement, quelque part, tu as toutes ces capacités en toi, c'est juste que dans ta tête, dans tes croyances, dans plein de choses, on te les a inhibées, en fait, si vous voulez. Donc, j'ai commencé à questionner beaucoup de choses, à m'intéresser aussi à beaucoup de choses. Et c'est ce qui a été le début de beaucoup de choses que je fais désormais actuellement. Mais ça a été une expérience transformatrice. J'ai rencontré des gens tellement enrichissants, des mentors, et c'est là-bas que j'ai repris le foot, en fait. Justement, sur ce parcours, est-ce qu'il y a eu des inspirations particulières, peut-être même encore plus tôt ou à ce moment-là? Alors, des rencontres directes avec des coachs, avec des formateurs, mais au-delà de ça, peut-être plus loin, des inspirations, des gens auxquels tu t'es identifié en disant « Waouh, j'ai envie de faire ça ». Je sais que quand j'étais en France, même si je faisais de l'athlète, je regardais beaucoup le foot féminin américain. J'avais beaucoup Hope Solo, la gardienne de l'équipe américaine, ou Carly Lloyd. Parce que, si vous voulez, moi, c'est vrai que je les observais de la France avant de... Voilà, mais je savais que de loin, c'était des athlètes avant d'être des footballeuses. C'est vraiment ce qui a fait ma transition, on va dire, plus rapidement aussi. C'est que pour les Américaines, on est des athlètes avant d'être footballeuses. Et c'était vraiment cette image-là, je dirais, qui m'a inspirée et qui correspondait à la vision que j'avais du sport, en fait, finalement. D'accord. Donc, c'est vraiment, ouais, ça a été... Et donc là, en fac, il y a peut-être des profs, des coachs, des gens qui ont vraiment apporté une autre dimension à ta compréhension de la performance et de l'entraînement? Ouais, j'ai un professeur qui a été vraiment clé. Je me rappelle à l'époque, j'avais énormément de... J'étais quelqu'un de plutôt timide, qui hésitait sur beaucoup de choses, qui n'osait pas trop s'installer. Et lui, il me voyait déjà faire d'énormes choses ou de grandes... Donc, je pense que ça aide, ça guide en fait, d'avoir quelqu'un qui... C'était nouveau pour moi parce que j'avais jamais eu cette sorte de mentor qui croyait tellement en moi que j'allais commencer à croire en moi, on va dire. Ou voir des choses en vous que vous ne voyez même pas vous-même. Je dirais que c'est ce que j'ai le plus appris en fait. Donc je dirais que ouais, j'ai un prof en particulier qui m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Et ensuite, ça a été la rencontre dans un de mes enseignements, le coach à l'origine de l'équipe des garçons qui me dit « Mais Anne-Laure, pourquoi t'as arrêté le foot en fait ?» Ça lui paraissait inconcevable que j'ai arrêté le foot. Et du coup, il me dit « Mais consacre-toi au foot, fais que ça. » Et j'arrivais à un stade où j'avais réussi une plutôt bonne année avec l'équipe universitaire d'athlètes. Ça, c'était ma transition juste à la fin de ma première année, où on allait repasser sur une saison hiver. Et il me dit mais toi au foot, consacre-toi au foot. Il me voyait m'éclater en classe aux entraînements, parce qu'on avait une classe coaching soccer. Et du coup, on apprenait la pédagogie, tout ce qui était enseignement, etc. Et je dis ah ouais. Et j'arrivais à un point où l'athlète, j'avais eu les résultats que j'avais, mais j'avais plus la même, pas un burn-out, mais c'est quelque chose que j'aspirais plus, on va dire, à faire. J'avais envie de revenir à ce que j'avais. C'était toujours mon premier sport, le foot. Un de mes premiers sports, hein, parce que la gymnastique, je compte pas ça.
Mais ça a été le sport, on va dire, qui m'a marqué le plus dès mon enfance. Donc, j'avais à cœur et toutes mes coéquipières, certaines de mes coéquipières d'athlètes étaient dans l'équipe de foot. Du coup, elles me disaient Bastien, viens jouer avec nous. Du coup, voilà, ça a redébuté comme ça. J'y suis revenue rapidement. Et donc tu as joué en championnat universitaire pendant les 2 dernières années, du coup, c'est ça? Ouais, un an et demi, parce que j'ai gradué en décembre, du coup. Ça a été. Je voulais continuer. Alors après, c'est qu'il y a un système compliqué. J'avais traduit mes notes françaises. Donc il y a un système de crédit et d'éligibilité aux États-Unis. Parce qu'il y a une éligibilité sportive. Donc on a un certain nombre de crédits pour faire notre sport pendant notre licence. Mais ça va avec des crédits académiques. Et si vous avez déjà transféré vos crédits académiques, vous avez virtuellement, je pouvais encore continuer 2 ans mon sport. Donc pouvoir continuer avec mon master. Mais ça voulait dire, pour résumer, que je ne pouvais pas utiliser de bourse universitaire pour financer mes études. Et clairement, sans bourse universitaire, c'est impossible. L'université valait $50 000 l'année. C'est inconcevable. Du coup, là, il a fallu que je me pose. Du coup, pendant la deuxième partie d'année, je suis partie sur Greenville, qui est une ville plus grande que Limestone, où là, j'ai décidé d'être assistante coach, tout ce qui est prépa physique, etc., où j'ai rencontré, pareil, des mentors au niveau universitaire. Donc là, j'intervenais dans une grande université qui s'appelle Furman University, donc c'était une université de D1, très, très réputée, donc j'ai appris énormément là-bas. Ils avaient vraiment une approche du physiologique, anatomique, qui alliait corps-esprit, encore une fois. Ces recherches me passionnaient vraiment. Donc j'ai passé 4 à 6 mois, entre deux, on va dire, dans la transition, parce que vu que je pouvais graduer de mon diplôme en décembre, ça a été de janvier à avril. Mais je voulais faire un master et je voulais continuer à jouer au foot. Et je sais pas, par des synchronicités, j'ai réussi à trouver mon université au Pays de Galles. D'accord. Il y avait le master que je voulais. Ça s'est fait via une Américaine qui travaille pour une agence qui envoyait des Américains en Angleterre. Enfin, c'est parti de rien du tout. J'ai commencé à discuter avec cette personne. Et elle me dit ouais, mais toi, tu es européenne, du coup, c'est plus facile pour toi de faire tes études. Et finalement, je trouve, elle me dit regarde les universités, ce que tu trouves. Et là, je trouve une université qui est en championnat de foot universitaire, mais également que le club universitaire est en club dans la Welsh Premier League, donc la plus haute division galloise. Donc on jouait 2 matchs par semaine en fait. Et cette université a mon master que je voulais. C'est d'ailleurs, du coup, je contacte mon directeur de master à ce moment-là. Et il s'avère qu'il a un projet énorme sur les sportifs, sur l'amélioration des performances, qui traîne depuis 10 ans, qui veut faire une étude, et il me propose une thèse de master direct si ça m'intéresse, vu mon parcours, vu mes intérêts. Et du coup, je fais OK, je signe. J'ai plus qu'à aller là-bas, faire mon master, faire ma thèse. Et voilà, ça s'est fait très rapidement, parce que la coach était intéressée par mon profil au niveau foot, quoi. Donc tout se coordonnait. J'aurais voulu que ça se coordonne plus parfaitement, j'aurais pas pu. Et donc te voilà à Cardiff. Ouais, du coup, en 2 semaines, en fait, je fais mes bagages, je vends ma voiture, je vends toutes mes affaires aux États-Unis. Et en fait, j'arrive dès le mois de juillet parce que la coach me dit on commence la saison qu'en septembre, mais vu qu'on a gagné le championnat l'année dernière, on joue la Ligue des Champions. Elle me fait j'aimerais t'avoir dans le groupe dès juillet à l'entraînement et pour aller jouer la Ligue des Champions avec nous. Je pense que tu pourrais apporter à l'équipe, que tu serais vraiment apporter à l'équipe et tout. Je fais OK. Faut que je voie comment je m'organise. Et du coup, voilà, dans le bas de combat, 2 semaines. Et j'étais partie. Et donc, encore alors là, un autre environnement, Cardiff, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est encore autre chose. Non, c'est différent. Les États-Unis, c'était très professionnel, hein, tout ce qui est infrastructure, vidéo, c'est même mieux que le niveau professionnel. Hein. L'universitaire, vous verriez nos vestiaires, ce qu'on avait, c'est ce que les gens ont en NBA. C'est ouf. Hein. Tout est mis à notre disposition. On lave nos affaires d'entraînement. Tout est fait pour qu'on soit, entre guillemets, performante sur le terrain et dans nos études, en fait. C'est vraiment optimisé pour. Cardiff, j'arrive. C'est l'école nationale
Cardiff, là, je suis dans la capitale, du coup. Et l'école où je suis, c'est une des plus grandes universités du sport. Et on a, si vous voulez, on a le Centre national d'excellence. Donc, c'est l'équivalent de l'INSEP en France. Donc, du coup, on a tout un pôle, en plus de l'université, où il y a les meilleurs athlètes qui viennent s'entraîner, que ce soit dans n'importe quel sport. On a une piste couverte d'athlétisme, on a des terrains synthétiques, on a des gens qui étudient tout ce qui est analyse vidéo et tout. Donc, on est entre guillemets même cobaye de ces masters. Donc, on a accès à tout un environnement méga professionnel aussi, optimisé pour la performance. Et c'est passionnant, quoi. On est dans des conditions extraordinaires. Et en plus, du coup, tu joues le titre l'année suivante. Tu remportes le titre d'ailleurs. Ouais, on gagne le titre. Ouais. D'accord. Une expérience. On se fait éliminer du championnat anniversaire en demi-finale, mais on gagne le titre quand même de champion du Pays de Galles et tout. Donc c'est une belle expérience. Mais c'est donc un club pro qui est associé à une équipe universitaire, ouais. C'est ça? Alors en fait, ça s'appelle Cardiff Met. Et le club joue à la fois, donc Cardiff Met, c'est l'université, mais c'est aussi un club dans la ligue et qui joue aussi en université. Il a les doubles statuts. Donc forcément, quand le week-end on joue en club, il y a des joueuses qui ne sont pas avec nous en universitaire, parce que c'est le club de l'université, on va dire. D'accord. Mais on joue aussi pour l'université. D'accord. Et ces joueuses-là, elles sont pros? C'est un club... Non, la plupart sont étudiantes. On n'est pas pro. On nous paye via des bourses sportives, encore une fois. Voilà. Pour eux, c'est l'alliance. Ils préfèrent nous payer pour nos études, pour qu'on ait quelque chose. Et je trouve ça un concept très, très bien d'ailleurs. Mais c'est leur façon de nous payer, si vous voulez. Voilà. D'accord, mais donc c'est une équipe qui est à part dans le championnat, ou est-ce que tout le championnat au Pays de Galles fonctionne comme ça? On est une équipe à part dans le championnat. Ah, c'est ça, ouais, d'accord. Les autres équipes ne fonctionnent pas comme ça. Les autres équipes sont payées juste pour jouer au foot, mais ça reste très, très peu. C'est pas professionnel. D'accord. Après ça, une expérience en France, première expérience en France, en D1, du coup? Ouais, juste avant, je pars à Londres, Watford, où là, je vais expérimenter la division anglaise. Et après, ouais, je reviens. Parce qu'en fait, j'avais terminé ma saison avec l'université en avril-mai. Et la division anglaise, du coup, qui est différente à l'époque, elle se jouait comme les États-Unis, en fait, en saison d'été. Donc de février à novembre, décembre. Du coup, je me dis, ouais, je veux encore jouer au foot. Je ne veux pas passer mon été à rien faire et je veux aller m'expérimenter à un niveau encore plus élevé. Du coup, je signe avec Watford et je joue pendant 6 mois jusqu'à décembre, à Londres avec Watford. Et je reviens en France. Je me dis, j'ai envie de continuer au foot. Du coup, j'enchaîne avec une 3e saison d'affilée à Soyo à partir de janvier 2017. Ouais. D'accord. Et là, c'est une saison qui est donc une fin de saison jusqu'à... D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu ne restes pas dans ce club plus longtemps? Soyo, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer en France. J'avais un décalage énorme, tout ce qui était infrastructure. J'ai découvert... c'est des clubs qui m'impressionnent toujours parce qu'ils ont peu de moyens et qui jouent à un haut niveau depuis longtemps. Mais c'est encore, pour moi, ils font énormément avec ce qu'ils ont, quoi. Mais c'est là qu'on voit les différences. En Angleterre, vous alliez jouer en D2, vous aviez un staff complet en D2 avec kiné, préparateur physique, salle de muscu à disposition. On avait un terrain synthétique couvert, un dôme. Et à Soyo, j'arrive à Soyo en D1. Alors, notre terrain d'entraînement, c'est pas un champ de patates, mais c'est compliqué. Voilà, et c'est incroyable que des équipes comme ça réussissent à rester. On reste encore dans une approche semi-amateur, en fait. Je sais que maintenant elles sont professionnelles depuis que j'y étais, mais à l'époque où j'étais, elles étaient semi-professionnelles, on va dire. La plupart des filles travaillent à côté du foot, c'est une approche complètement différente. Et ouais, vu les conditions qu'elles ont, pas de kiné, pas de médecin, il y a des partenariats forcément. Mais ça reste pas un kiné qui est là à vos entraînements à chaque fois. C'est donc qui aide même parfois, qui vient rendre service. Un partenariat avec un kiné qui va être là une fois par semaine. Ouais. Kiné que
Si tu as besoin d'aller voir un kiné ou un médecin, alors on a un rendez-vous plus rapide. Mais ça reste pas quelqu'un qui suit l'équipe comme je pouvais avoir à l'université à Cardiff aux États-Unis ou même en club à Watford. Donc, ça se termine et ça s'enchaîne direct avec le LOSC ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à... Non, direct avec le LOSC. D'accord. Je fais une petite pause quand même l'été. D'accord. Et je me dis, ouais, je vais essayer de retourner dans un environnement où les conditions sont encore plus professionnelles. Voilà. Parce que là, c'est un club de D1 aussi masculin, donc c'est un gros club français, Ouais. avec une équipe féminine qui est aussi compétitive. Donc tout ça crée un environnement. D'accord. Et tu as retrouvé le même niveau de. Ouais, j'ai eu énormément de plaisir. Le LOSC restera un des clubs français, un des clubs français qui m'a beaucoup marqué. À plein de niveaux, j'ai adoré la ville, Lille, en tant que telle. Parce que déjà, moi, j'étais proche de l'Angleterre, donc je pouvais facilement garder contact, etc. Mais même, c'est une ville, une métropole assez ouverte. Il y a la Belgique pas loin, on avait beaucoup de Belges. C'est vraiment une ville intéressante. Le club en lui-même, c'est un club, on s'attache beaucoup à l'histoire. Ça reste un club fort. Je sais pas trop comment dire pourquoi, mais c'est vrai que ça reste une belle expérience pour moi. Pourtant, j'ai eu énormément de challenges. Hein. J'avais peu de temps de jeu à Lille parce que j'avais beaucoup d'international devant moi. Mais ça a été une année riche. J'ai rencontré énormément de personnes là-bas. Et ouais, c'était malgré tout une belle année. Comment ça se passe? Alors, en général, et en particulier dans un club comme celui-ci, avec une grosse équipe masculine et une grosse équipe féminine, comment se passent les interactions entre les joueurs garçons et filles? Est-ce que ça sympathise, ça pratique le même sport ou est-ce qu'il y a vraiment une séparation nette? Alors, déjà, on s'entraîne sur un centre d'entraînement différent. Nous, on s'entraînait au stadium. Eux, ils ont leur centre d'entraînement à Luchin. Même si on fait des entraînements à Luchin, la plupart du temps, on est séparés, donc on les voit pas. Ensuite, là où on les voit, c'est aux soirées de Noël, etc. Après, il y a pas beaucoup de relations qui se créent parce que il y a un écart. Hein. L'écart est énorme, etc. Et puis, c'est compliqué parce que on les côtoie pas souvent. D'accord. Ouais, donc il n'y a pas vraiment de. Ouais, non, il n'y a pas encore de. Ça va venir, je pense. On voit des clubs en D1 comme Bordeaux où les filles sont de plus en plus amenées à être. Mais nous, on n'était pas encore. C'est encore tant que je pense que les filles ne sont pas intégrées au centre d'entraînement vraiment de garçons, etc. C'est pas. Est-ce qu'il y a, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un problème de reconnaissance aussi? Est-ce que les gars considèrent que ça n'existe pas trop le foot féminin? Non, les garçons, je pense que non. La reconnaissance, non. Après, pour vous expliquer pourquoi nous, on s'entraîne à un centre d'entraînement différent des garçons, je pense que c'est clairement que c'est normal que les garçons soient prioritaires dans le sens où c'est un débat qu'on peut avoir éternellement hein, dans le foot féminin, hein, l'inégalité des salaires, l'inégalité. C'est un fait. Après, il faut aussi voir le côté où on ne vend pas autant que les garçons. Nos droits télé, on n'a pas autant d'assistance pour l'instant. Et je l'espère vraiment que ça va venir. Mais c'est une économie, mine de rien, et tout est proportionnel. Donc, tant qu'on veut que les conditions s'améliorent, et on fait tout pour que les conditions s'améliorent dans le foot féminin, mais ça reste encore précaire et c'est difficile parce que je pense qu'aujourd'hui, même si de plus en plus les gens viennent nous voir, si vous voulez, on ne rapporte pas encore assez pour qu'il y ait un réel investissement. On commence à le voir avec la D1 ou Canal+, a investi des droits TV, mais ça reste encore, ça met du temps. Là où je vois peut-être la différence avec l'Angleterre, c'est qu'à un moment donné, l'Angleterre, ils ont fait le choix récemment, il y a 1-2 ans, professionnaliser leur ligue. Mais c'est venu d'une privatisation de la ligue. C'est un jour, il y a une dame, elle est arrivée, elle a dit je veux mettre de l'argent dans la ligue. C'est comme la ligue anglaise s'appelle la Première Ligue. Barclay, c'est privatisé. À un moment donné, ils ont dit on veut être la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde, comment on la devient? C'est en augmentant le niveau aussi de notre ligue. Et ça commence en augmentant la professionnalisation à différents niveaux. Et non seulement ils commencent à professionnaliser la division 2, mais ils ont commencé avant tout à professionnaliser tous les clubs qui voulaient faire partie de la division 1. Alors ça fait un tri, hein, parce que la plupart des clubs féminins ont disparu. Et du jour au lendemain,
Mais ça a accéléré, si vous voulez, le développement. Je ne dis pas que c'est bien ni mal, hein, parce qu'au final, il y a certains clubs qui se sont retrouvés Ouais, qui pas avaient une dans le jeu alors qu'ils portaient quelque avec une chose de sympa. histoire, ouais, qu'on portait le foot féminin, qui avait une histoire. Je pense à Yeovil Town. C'est une équipe qui vous dit rien, mais c'est une histoire. Ils ont une histoire riche dans le foot féminin. Et du jour au lendemain, mais ils n'ont pas de moyens parce qu'ils n'ont pas d'équipe garçons professionnels derrière. Et nous, pour l'instant, le développement d'un club féminin se fait via l'argent des garçons. Alors, par contre, ça a permis à des clubs comme Manchester United, qui n'avaient jamais eu d'équipe de filles, de commencer directement à un niveau en Division 2 ou en Division 1. Ça leur a évité, parce que je pense que c'est une contrainte aussi à notre développement du foot, c'est que certains clubs, on le voit avec le FC Nantes qui a dû monter de la 5e division. Ouais, c'est un long chemin pour arriver Pour arriver à la... Alors, on peut débattre les avantages, inconvénients. Voilà. Je dis juste qu'en Angleterre, ça a été... voilà, ils ont privatisé. Du coup, si vous aviez un dossier, si vous aviez des financements, des infrastructures, si vous remplissiez certains critères, vous étiez autorisé à devenir club professionnel dans la première division. Et du coup, toutes les joueuses sont passées professionnelles. Et toutes les joueuses s'entraînaient à 10h le matin et ne se consacrent qu'au foot, en fait. Et on voit la Ligue anglaise, elle est difficile dans le sens où c'est homogène. C'est beaucoup plus. On ne sait pas qui va gagner le championnat. Même s'il y a Chelsea, Arsenal, ça commence vraiment à être. Voilà. Et alors, est-ce qu'on gagne sa vie en jouant au foot professionnellement en France? Alors ça, je vous dirais, ça dépend des clubs. Lyon, Paris, les gros clubs, Bordeaux, il n'y a aucun problème. Dans la moitié de tableau, je dirais très difficile, même des clubs, enfin, je ne veux pas donner de nom, mais même des clubs de milieu de tableau, hein, c'est très difficile, où ça va être, on va être reconnu comme club, on va être sous un contrat professionnel, donc considéré joueuse professionnelle, mais le salaire est c'est très très peu pour vraiment vivre de manière aisée. Du coup, on a beau être reconnu comme professionnel, on est quand même obligé de cumuler un job à côté ou de faire d'autres choses. Ou je sais que la plupart des filles, elles ont leurs parents qui les aident. Enfin, c'est une situation très, très précaire. Pour l'instant, voilà. D'accord. Et l'autre aspect que très rapidement évoqué tout à l'heure, le foot, c'est un sport d'équipe et on n'est pas sûr de jouer. En fait, parce qu'il y a quoi? Il y a 22 personnes dans le groupe et il y a 11 personnes sur le terrain. Donc comment ça se passe ça? Comment ça se vit C'est difficile, hein. Très difficile, surtout qu'on est entre guillemets dépendant des choix d'un coach. C'est difficile dans le sens où vous pouvez travailler, etc. Si demain vous ne correspondez pas au profil que le coach il veut, ça change de coach, ou si vous ne correspondez pas à un profil de coach, ou pour plein de raisons, le coach il va devoir faire des choix et entre guillemets vous êtes tributaire de ses choix, quoi. Comment on le gère? Je sais pas, moi me concernant, ça m'a toujours encouragé à développer de nouvelles choses, vouloir me surpasser, etc. Forcément, parfois, on va dire qu'il y a un sentiment d'injustice où c'est aussi parfois il y a des inégalités dans le sens où faut le dire, hein, il y a certaines joueuses, si on mise de l'argent sur certaines joueuses dans certains clubs, même si à un moment donné ces filles ne sont pas forcément performantes, il faut les faire jouer parce qu'on a investi de l'argent dessus. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Enfin, en tant que joueuse, en tant qu'être humain, on va dire, c'est ce qui est le plus difficile. Et alors, dans toutes ces... on a parlé des rencontres, des inspirations. Du côté des joueuses, pour le coup, est-ce qu'il y a eu des rencontres particulières, des filles dont tu t'es dit, wow, celles-là, elles ont vraiment quelque chose, qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé? En tant que joueuse rencontre sur le terrain, j'ai jamais trop mes concurrents directs, enfin entre guillemets concurrents, mais oui, il y a des joueuses qui marquent. Celles qui m'ont marqué le plus, ça a été des anciennes joueuses qui ont été mes coachs. Quand je suis retournée en Angleterre, notamment Rachel Yankee, qui a été internationale à Arsenal. Ça a été vraiment une révélation pour moi, une mentor. Ça a été une rencontre enrichissante à tout point de vue. Rachel Unit aussi, ex-internationale anglaise, qui m'a beaucoup marqué. À la fois leur simplicité, mais aussi elle venait d'une génération un petit peu plus ancienne du foot. Donc il y a le lot d'expérience, comment est géré le foot, c'est très différent.
Mais en tant que tel, c'est plus la personne que l'athlète que je dirais qui m'a marqué. Voilà. Est-ce que, alors, ces différentes étapes, notamment le retour au foot, etc., est-ce que tu les abordes avec un projet en te disant, tiens, je veux être là, je veux arriver là, je me donne tant d'années pour... il y a ce genre d'objectif, peut-être jouer en équipe de France, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, dès les États-Unis, que j'ai repris le foot, que j'étais prête à m'engager, j'avais fait un plan sur 5 ans. Enfin, pas un plan sur 5 ans, mais je savais très bien où je voulais en être dans ma vie, au niveau universitaire, au niveau quel bagage aussi professionnel je voulais, hein, parce qu'à côté du foot, je continuais quand même mes expériences professionnelles. J'ai été prof, principale, enseignante, chercheur, etc., hein. J'ai continué quand même à côté du foot d'avoir des expériences professionnelles. Donc il y avait ce côté professionnel où je savais où j'en allais et je ne savais pas si j'allais les accomplir, mais on dit toujours qu'il faut écrire les choses pour qu'elles se matérialisent. Donc, et au foot, ouais, je savais que ça allait être progressif, donc je me fixais juste un objectif d'une ligue supérieure à chaque fois. De vraiment, j'avais vraiment cette étape, et c'est d'ailleurs pour ça que je passe de Cardiff à l'Angleterre, de l'Angleterre à la D1, d'un club semi-pro en D1 à un club beaucoup plus pro, qui a des ambitions pro. Voilà, ça a été vraiment ma logique de passer les échelons, en fait, d'avoir une certaine progression. D'accord. À Lille, tu termines tu termines un master ou ouais. J'ai terminé en fait mon master à distance. Je m'étais arrangée à Cardiff parce que le master c'était en 2 ans. Mais je voyais que je pouvais cumuler tous mes cours en année. Je demande si c'est possible, parce que je savais que j'allais avoir mes ambitions footballistiques qui allaient. J'avais anticipé le truc, du coup je demande à mon directeur de thèse, est-ce que c'est possible de concentrer tous mes cours en une année? Il me dit, c'est très rare les gens qui l'ont fait, mais ça se fait. Du coup j'ai cumulé tous mes cours en une année. Et j'ai gardé juste ma thèse à finir à distance, parce que j'avais déjà commencé ma thèse la première année également, faire tout ce qui était test physique, mesures, etc., pour que j'ai plus qu'à l'écrire à distance. Et j'ai terminé ma dernière année, mon master via Skype, etc., avec mon directeur de thèse. C'était quoi le sujet de thèse? Alors, le sujet exact, c'était sur le profiling. En fait, il avait cumulé, si vous voulez, 15 ans de données scientifiques sur l'évolution des joueurs de badminton, de l'âge de 10 ans jusqu'à ceux qui étaient devenus champions olympiques. Donc, on s'est intéressé à regarder qu'est-ce qui avait fait la différence, d'un point de vue physique seulement, sur différents tests, parce que forcément, il y a l'environnement, l'aspect psychologique, etc. Mais nous, on a fait du profiling sur vraiment qu'est-ce qui a fait la L'évolution différence. physiologique des différents. D'accord. Qu'est-ce qui avait pu créer la différence entre une personne qui, à l'âge de 15 ans, ils étaient tous au même niveau, même capacité physique, et il y en a un qui va finir champion olympique et peut-être pas l'autre. Donc ça a été vraiment enrichissant. Et alors? Et alors? Et bien alors, je pense que les différences ne sont pas... Ça nous a prouvé que les différences ne sont pas physiques et que c'est pas le physique qui est... Oui, c'est pas forcément celui qui était le plus performant Non, physiquement qui avait obtenu la meilleure. D'accord. exactement. Et c'est là que d'autres facteurs, parce que si vous voulez, mon master était très large et on faisait des mini-thèses et des mini-sujets de mémoire. Donc j'ai dû faire la même chose en biomécanique et en psychologie. Et tout ce qui était psychologie, j'ai été amenée à étudier les neurosciences et les dynamiques sociales. Et en faisant le lien avec tout ce que je trouvais également dans ma thèse de master, bah, ça m'a confirmé certaines choses, si vous voulez, du profiling, que l'aspect physique n'est qu'une partie d'un athlète et qu'on ne peut pas... Voilà. D'accord. Alors, dans tout ça, parce que ça fait des vies bien remplies, on parle d'une partie de vie où tu as entre 18 et 25. Comment alors, tu disais tout à l'heure que tu préférais étudier et faire du sport qu'aller faire la fête, mais malgré tout, est-ce que tu arrives à concilier une vie? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une vie équilibrée et de pouvoir rester connecté Oui, à ta génération ah oui, j'ai eu aucun problème avec ça. J'ai quand même expérimenté les soirées universitaires, etc. Ça, il n'y a aucun problème. C'est juste que ce n'était pas ma priorité. Ou moi, ça n'allait pas être tous les week-ends. Ça n'allait pas. Voilà, les États-Unis. Mais je suis pas quelqu'un. J'ai jamais trop été là-dedans. Moi, je suis plus intéressée par tout ce qui est les bouquins, la philosophie, tout ce qui est les arts, la musique, la poésie. Donc, ça a été jamais mon. Voilà. Mais j'ai D'accord. pas eu l'impression d'être privée de quoi qu'expérience. J'ai fait des expériences aussi, ça y est pas. Ok. On Et trouve.
et garder son cap avec autant de changements, quoi. Il y a quelques années ici, quelques années là, avec pas mal de mouvements qui souvent durent assez peu de temps, et puis des petites aventures qui démarrent en sachant pas très bien combien de temps elles vont durer et ce que sera la suite. Pareil, comment on garde son fil, comment on garde son cap dans un environnement qui change tout le temps comme ça? Pour moi, l'environnement, c'était juste des facteurs secondaires, je veux dire. Mon fil conducteur tout le temps, c'était est-ce que je suis en train de progresser? Est-ce que j'apprends? Est-ce que j'évolue? Est-ce que je me dépasse? Et c'est ce qui m'amenait à faire mes choix, si oui ou non je restais dans un environnement ou pas, en fait. C'était mon centre, ma ligne directrice, plus que l'environnement lui-même. Parce que je sais très bien qu'il y a des environnements où j'aurais pu rester 1 an ou 2 ans. On me l'avait même proposé, hein, mais est-ce que ça s'alignait avec la version ou la vision que j'avais? Est-ce que ça répondait aux besoins que je cherchais? Du coup, je remettais toujours ça en perspective. C'était ma remise en question. D'accord. Bon. Et alors, donc, après le LOSC, un autre club, un nouveau club. Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qui motive le changement? Qu'est-ce qui fait à partir de Lille? À Lille, j'ai terminé ma thèse. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi. Ça a été une période transitoire de ma vie. Je pense que à Lille, pour la première fois de ma vie, à Lille, je me suis heurtée au fait qu'il y avait des internationales et j'avais beau faire tout ce que je voulais, travailler dur, tout progresser sur les points qu'on m'avait demandé, ça passait pas. Ouais. Et du coup, si vous voulez, je me suis retrouvée à un point, on va dire, le tournant de ma vie où comment j'avais fait les choses toute ma vie, c'est-à-dire résoudre tous mes problèmes en travaillant plus dur et en progressant toujours, ça ne fonctionnait plus. Du coup, Lille, sur la deuxième partie de saison, ça a été une énorme remise en question. Au même moment, moi, j'ai eu dans ma vie privée des rencontres importantes, voilà, une relation, etc. Du coup, ça a été le début, on va dire, d'un nouveau cheminement, on va dire, dans ma vie. Il y a eu beaucoup de remises en question sur le sport de haut niveau parce que c'était un système au niveau du foot féminin, j'avais beaucoup de difficultés. Je trouvais ça un système pas injuste, mais très difficile, un système qui avait tendance à me dégoûter là à force. Donc j'ai dû faire beaucoup face à plein de questions voilà, j'ai dû répondre. Et ouais, ça a été une transition, ça a été compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que c'est la France? Est-ce que j'étais dans une période un peu compliquée? Est-ce que c'est la France qui ne me correspond pas? Voilà, je me cherchais. Hein. Ça a été... Du coup, pour avoir mes réponses, je suis repartie en Angleterre, aussi simple. Mais ce qui m'avait, entre guillemets, passionné, enfin, c'est compliqué, vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix de carrière, donc vous vous retrouvez 1 an où vous n'avez pas eu beaucoup de stats parce que voilà, vous ne jouez pas beaucoup. Ouais. Donc vous ne pouvez pas forcément accéder à un autre niveau de D1 parce qu'on vous demande des stats, donc vous avez des exigences, Donc, si vous voulez continuer dans cette voie, soit on vous dit qu'il faut redescendre un niveau, il faut vous refaire des stats, etc. Mais quand vous savez les conditions déjà de la D1, vous n'avez pas forcément envie d'aller dans des clubs de D2. Enfin, je parle en France. C'était ma réflexion à l'époque. Je ne dis pas qu'elle était bonne. Hein. Mais à ce moment-là, quand je fais mes choix, je me dis autant que je retourne en Angleterre si je dois redescendre d'une division parce que je n'ai pas eu de statistiques. Parce que je sais que les conditions sont meilleures. Je sais que je vais avoir plus de progrès. Donc voilà, après, vous avez goûté à la D1, donc c'est difficile de redescendre d'une division. L'Angleterre, ça a été un challenge. Challenge, ouais. Je me suis blessée, parce qu'à Lille, en fin de saison, en plus, je m'étais blessée. Donc là, j'ai commencé à accumuler les blessures en plus. Est-ce que c'est dû à cette tentative de rattrapage, justement, de compensation d'un niveau par peut-être à un moment une espèce de surentraînement ou pas du tout? Hein, surentraînement, je pense pas. Je pense que pour moi, notre corps, il nous parle. C'est qu'on ne l'écoute pas. Je pense que j'étais comme je vous ai dit, j'étais en remise en question vis-à-vis du système, le foot, ce que ça m'apportait, parce que je voulais me professionnaliser vraiment, c'était vraiment mon but, etc. Mais en même temps, les études m'avaient toujours permis à Lille, ça a été le moment où vraiment j'avais plus d'études, donc les études m'avaient permis d'avoir un équilibre,
c'était vraiment une remise en question de plein de choses. Et je pense que mes blessures ont été, entre guillemets, la transition. Ça a rajouté encore plus à cette remise en question, je dirais. J'ai voulu les ignorer, donc je me suis guérie. J'ai pas trop écouté ce que mon corps me disait, mes signaux peut-être. Puis j'ai enchaîné quand même mes saisons pendant 3-4 ans. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas arrêté. Du coup, je pense qu'il y a un moment aussi, le corps, voilà, il se fait entendre. Et après, donc je retourne en Angleterre, je me reblesse parce que voilà, je pense que c'est des. Pour moi, ça allait pas dans ma tête. Donc, dans le sens où, quand on est en conflit intérieur entre différentes choses dans sa vie, on a beau être sportif, on a beau. Autant avant, j'allais pouvoir mettre les choses de côté et me centrer que sur le corps, le sport. Autant là, ça devenait plus difficile pour moi. Ouais, il y avait toujours une petite question derrière la tête voilà. qui empêchait. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on commence à remettre en question les choses. Voilà, c'est beaucoup de choses, mais c'est ce qui fait aussi que. Enfin, pour moi, je regrette en aucun cas cette période. Hein. Ça m'a permis d'avancer énormément dans ma vie. Ça a été une période vraiment transformatrice, vraiment pour le meilleur. Donc, je me blesse à la fin de la saison en Angleterre. J'étais quand même bien, j'étais heureuse. Je rejouais des matchs contre Chelsea, etc. Mais j'arrivais pas à retrouver ce feu, quoi, cette flamme, cette passion. Qui m'animait par la progression constante. Voilà. Donc, je pouvais essayer de trouver des environnements. Je ne pense pas que le problème venait de l'environnement ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a un moment, il faut se poser aussi. Et donc, je me reblesse, ce qui a été difficile. Du coup, je me dis, parce qu'on n'arrivait pas trop à trouver ce que c'est des blessures longues. C'était mon ligament tibiofibulaire. Donc, je savais que j'en avais pour 8 semaines. Enfin, c'est compliqué à gérer. Et du coup, je fais le choix de revenir en France en décembre et de commencer à me soigner en France. Mais d'un côté, vous avez votre agent qui vous dit faut pas rester 6 mois sans jouer. Vous avez des contraintes un peu de beaucoup de choses. Vous savez qu'il faut avoir des statistiques dans le foot si vous voulez continuer dans le foot. Autant de facteurs à prendre en compte. Et du coup, je cherche un club, mais je suis limitée parce que je suis transfert international, donc je sais que je ne peux pas signer n'importe où, parce qu'il y a des limites de transfert, il y a des limites de plein de choses. Du coup, mon seul moyen, c'est de repasser amateur, de signer dans une division où on peut. Et à la trêve, en France, c'est compliqué. Hein, les budgets sont déjà... Donc, je signe à Saint-Malo en D2. En D2, j'avais guéri ma blessure, etc. Je me reblesse juste avant de recommencer. Donc, je signe janvier. Je m'entraîne je signe fin janvier. Je m'entraîne. Les matchs avaient été décalés. Enfin, je ne sais plus, ça reprenait que mi-février. Avec la coupe, elles étaient éliminées de la Coupe de France, je crois. Il y avait un truc comme ça. Et du coup, juste le match, juste 2-3 jours avant le match que je devais reprendre, je me reblesse. La blessure que j'avais eue, qui se cumulait. Et là, du coup, ça a été plus long. Du coup, pendant 5-6 mois, j'ai pris le temps. J'ai pris du temps pour moi. Ça a été J'ai pris le temps de guérir, j'ai pris le temps d'écouter mon corps. Voilà. J'ai terminé la saison en rejoignant quand même avec la D2 les 3 derniers matchs. Ça a été un bonheur. Et donc voilà, la saison, c'était 1 an et demi compliqué. 1 an, 2 ans et demi compliqué. Ouais. Et donc la dernière étape en date, c'est le club actuel ? Ouais, c'est ça. Rodez, où j'ai signé l'été dernier. Un nouveau projet de montée en D1 qui m'inspirait. Voilà, c'était des changements. J'avais besoin de revenir à des choses simples parce que c'est vrai que c'était un club que je m'étais dit, bon, je n'irais peut-être pas parce que j'avais des associations liées à Soyo, etc. Je savais que je n'allais pas me retrouver dans des conditions pro, mais j'avais besoin de revenir à des valeurs, à des choses simples. Et puis, ça me correspondait bien dans l'esprit. Du coup, j'ai décidé de signer là. Voilà. Et ça a été une chouette expérience. Bon, on ne remontera pas en D1 parce que vu qu'il y a l'arrêt de la saison, les deuxièmes, c'est mort. Mais voilà. Comme ça. Il y avait quelques belles percées en Coupe de France aussi, je crois. Avec le dernier match là, contre le PSG, ça a été un match
ouais, un match, ça a fait du bien de retrouver la D1, de retrouver une équipe de D1, même si on se prend une pilule. Enfin, moi, j'apprécie énormément ces matchs où on joue contre Lyon. Tout le monde dit, c'est des matchs qui, pour moi, contrairement à d'autres matchs qui vont, entre guillemets, plus nous mettre de la pression, c'est des matchs que j'apprécie vraiment parce que ben, on n'a pas le temps de réfléchir et c'est vraiment. Je dirais que c'est ça la différence, la D1, la D2. Euh, Plus que le tour d'avant où tu marques 2 buts, je crois. Ouais, bah ça n'a rien à voir. Ouais, c'est complètement différent. Mais ça fait du bien ouais, de retoucher à tout ça. Et alors pendant ce tour-là, parce on a parlé au début d'une fratrie, d'un clan où on fait tout ensemble, etc. Elle est où la famille là pendant toutes ces années? Ouais, j'ai ma maman, mes parents sont venus à ma graduation aux États-Unis. Ils découvrent, je les ai portés au gré de mes expériences, eux qui avaient pas, ils voyagent beaucoup, mais enfin ils voyagent beaucoup. Non, ils voyagent pas forcément, mais du coup ça les a fait voyager, découvrir de nouvelles choses. Ma maman me voyait, il y avait 1 heure d'avion de Angers à Londres, du coup c'était très facile de rejoindre Cardiff. J'ai beaucoup de fois où elle est venue me voir. Limite, elle est venue plus me voir en Angleterre qu'en France. Après, à Lille, ouais, elle m'accompagnait beaucoup. J'avais mon frère qui est sur Paris, du coup, c'était très facile pour lui de venir à Lille, quoi. Donc voilà. Non, de ce côté-là, j'étais plutôt bien. Après, voilà, je suis quelqu'un de très famille, mais à la fois, j'ai aucun problème à être indépendante et faire mon chemin. Et voilà, je sais que ça fait. Et tes frères ont poursuivi dans le sport aussi ou ils sont partis sur d'autres voies? Alors, ben, au niveau du foot, ils ont tous plus ou moins arrêté tôt ou tard. Là, il y en a qui sont sur les trails. Mon petit frère, après la transition du foot, il s'est mis à faire de l'Ironman. Euh, D'accord. du coup, il a fait son premier Ironman ben, l'été dernier, ce qui a été un beau challenge. Je trouve que c'est compliqué. Euh, on est tous plus ou moins, on s'est déjà lancé des défis. On a fait plusieurs triathlons ensemble. Donc, D'accord. j'y viendrai sûrement au triathlon, ça j'en suis sûre. Ce sera peut-être voilà, un challenge de reconversion. On en a déjà fait plusieurs et c'est vrai que c'est un sport individuel. Là où peut-être dans le foot, ce qui devient de plus en plus compliqué, c'est de travailler et de ne pas finalement pouvoir mettre son travail ou ses progrès en exécution quand on n'est pas choisi ou qu'on n'est pas ou qu'on dépend des choix d'un coach et d'une équipe, ce qui est tout à fait légitime. Là où peut-être à terme, je pense le sport individuel est intéressant, c'est là où on peut vraiment s'exprimer, voilà, quoi qu'il arrive. Donc, Alors, donc, on a parlé de ces années difficiles, de ce nouveau départ, ou en tout cas peut-être conçu à l'origine comme tel, ouais. à Rodez. Alors, un des objets de notre rencontre, c'est ton travail avec Pierre David. Donc, alors c'est un travail qui va au-delà de la préparation mentale, qui correspond justement à des périodes peut-être comme ça, avec des questionnements un peu sur l'identité de champion, tu parlais de questionner le sport professionnel, etc. Tu peux nous dire comment c'est arrivé, c'est-à-dire quelle est la démarche qui, toi, t'a amené à un moment à être disponible à ce type de rencontre et comment ça s'est passé, est-ce que tu t'es y cherché? Je dirais qu'il est arrivé à un moment clé où j'avais ça faisait longtemps que je voulais monter mon entreprise moi-même de mon côté. Sa rencontre m'a permis de concrétiser tout ça, ce que j'avais en tête depuis longtemps. Je dirais que ma vie, entre guillemets, même si ça a été fait de sport de haut niveau et tout, ma vie se concentre quand même autour de la recherche, tout ce qui est lien entre corps, esprit, étude de comment on fonctionne, comment on peut optimiser tout ça. J'ai toujours eu cette recherche de performance, pas que dans le sport de haut niveau. J'ai toujours été une forme de coach ou de guide pour ma famille, du côté psychologique. J'ai toujours adoré c'est ce côté comprendre l'esprit humain, la complicité de l'être humain. Sa rencontre, elle est arrivée à un moment où j'étais en questionnement au niveau sportif. Je suis passée par son programme d'ailleurs. Ça a été une rencontre clé parce que ça m'a permis de concrétiser. Pour moi, il apportait en fait avec sa méthode et sa vision. J'étais arrivée aux mêmes conclusions que lui, aux mêmes observations. J'avais étudié les lois universelles aussi de mon côté. J'avais rencontré le travail de David Grant aux États-Unis qui
qu'utilisait lui la position oculaire de l'œil, le brain spotting pour détecter les charges émotionnelles, et que ça avait été utilisé chez les sportifs, mais ça pouvait être utilisé chez les patients atteints de différentes maladies, voir comment, comment notre expérience passée avait pu conditionner certains blocages inconscients qu'on retrouve chez les sportifs, mais aussi chez d'autres populations. Et c'est vrai que la rencontre avec Père David, ça a été ce qui m'a attiré, c'est le côté aussi spirituel un peu de la recherche qui lie en fait ça. C'est aujourd'hui même le cœur de mon travail, les quatre consciences, on va dire. Pierre est sur un petit peu un autre modèle, mais on s'aligne parfaitement hein, sur les choses. Mais ouais, ça a été tout ça en fait. C'était la pièce manquante ou on va dire le petit truc qui concrétisait tout ça et qui m'a permis, moi finalement, de me lancer aussi dans mon entreprise individuelle et de vraiment donner à cœur le début de mes nouveaux projets en fait. Alors, en dehors de tous ces éléments qui posent un contexte, on va dire, favorable, ouais. Est-ce qu'il y a une attente particulière? Est-ce que tu te dis à ce moment-là, j'ai peut-être j'ai une décision à prendre, j'ai un saut dans l'inconnu à faire et voilà, je ne me sens pas à 100% encore prête et j'ai peut-être besoin d'accompagner ce type. Si on observe notre vie, hein, je le fais souvent même avec les gens que je coach ou que j'ai en consulting, hein, si on observe notre vie, pour moi, notre vie est représentative de ce qui nous anime le plus en nous. C'est juste qu'on ne le voit pas. Et on n'a pas besoin de chercher trop loin ce que les gens cherchent, le bonheur, etc. On a sous nos yeux toutes les données pour être heureux, accompli et avoir ce sentiment de complétude, on va dire, intérieur. Là où, par rapport à votre question, ça a été... je dirais que mon chemin, ma vie m'a démontré finalement pourquoi j'avais eu ces intérêts-là. Certes, ça a été mené par la recherche du sport, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été autant d'indices en fait qui m'amènent à faire ce que je fais aujourd'hui. On va dire que si j'avais pas eu toutes ces expériences sur mon chemin, j'aurais pas tout le background, comme on dit en anglais, toutes les connaissances, qui me permet d'exercer ce que je fais aujourd'hui auprès de gens et que enfin je me suis décidée à le concrétiser. Mais au final, c'était quelque chose qui s'exprimait déjà auparavant sous différentes formes, via mes études, via des postes que j'ai occupés en recherche ou via moi quand je coachais en centre de formation ou quand j'étais professeur de PS ou prof principal. Enfin, c'était, si vous voulez, des traits, des qualités qu'on retrouvait déjà, qui s'exprimaient déjà dans différentes facettes de ma vie, au niveau professionnel, au niveau sportif. Et là, ça réunit en fait tout ça. Pour moi, mon travail, c'est l'aboutissement en fait de toutes ces choses que j'ai appris, tout ce qui constitue mon chemin de vie en fait. Mais alors, donc là, depuis combien de temps? Depuis un an et demi? Non, ça va faire plus récent que ça. Ça a commencé novembre, décembre, où vraiment, ça faisait déjà un an que je préparais mon entreprise, que je savais que j'allais vouloir être dans le coaching, le consulting. J'arrivais juste pas à savoir comment le concrétiser. Pierre a été surtout un guide de ce côté-là. Je savais comment je voulais vivre ma vie à terme, je savais où je voulais me poser, je savais ce que je voulais construire. Et lui m'a permis en fait de montrer les éléments manquants pour faire la transition, on va dire, ou rendre ce côté consulting l'ancrer, quoi. Il y a quoi? Il y a un questionnement sur la légitimité à un moment, de dire non, moi je suis une joueuse de foot. Alors certes, j'ai fait ces études, etc., mais je suis une joueuse de foot. Est-ce que je peux me positionner comme professionnel d'autre chose ou pas? Ça a été une réflexion, ouais. Parce que souvent, je vais dire que ça a été une réflexion, pas que là, hein, ça a été un des conflits quand vous me demandiez la citation I don't fit into stereotypes, c'est parfait ça. C'est que c'est un challenge que j'ai toujours eu au cours de ma vie, c'est que les gens, si vous voulez, ils n'arrivent pas à me faire rentrer dans une boîte. Je ne corresponds à aucune des boîtes dans lesquelles on me fait rentrer. Les gens, ils aiment bien ce qui est défini, ce qui est clair, etc. Mettre une étiquette claire, toi, tu es là. Il faut forcément qu'un job, qu'une carrière. Et je veux dire, j'ai toujours fait plein de choses en même temps. J'étais autant freelance que je faisais du design, j'étais freelance d'un côté, je faisais mes études et j'étais sportive professionnelle de l'autre. J'ai toujours fait plein de choses en même temps. Et ça, au bout d'un moment, j'en parlais pas, dans le sens où c'était très incompréhensible en fait. Pour pas compliquer le truc. Ouais, et les gens, vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou même vous rencontrez quelqu'un dans la rue,
les gens, ils vont être en mode mais tu fais quoi concrètement en fait? Qu'est-ce que c'est ton... Parce qu'ils ont ce besoin de définir les choses. Mais moi, je trouve mon équilibre en faisant ces choses. Toutes ces choses qui m'apportent des choses différentes dans ma vie. C'est comme ça que j'ai mon équilibre et c'est juste c'est une conception différente pour les gens. C'est très différent de ce qu'on nous a appris à valoriser. C'est très différent de ce qu'on nous a appris à comment mener notre vie. Voilà, donc ça les challenge. La question de la légitimité, non, parce que pour moi, le coaching, le consulting, j'ai fait ça toute ma vie, d'une forme ou d'une autre. Donc ça m'a posé aucun problème. La spécificité plus le côté psycho, physio, neuro pour l'accompagnement des gens, c'est ce que j'ai vraiment adoré, c'est ce que j'ai appris et les recherches sur lesquelles je me suis portée ces 2 dernières années. Donc pour moi, c'est juste la concrétisation. J'ai choisi ce côté psycho, voilà. Après, je savais que je voulais pas être qu'auprès des sportifs. Pierre m'a permis de débuter aussi avec les sportifs, mais ça m'a permis aussi moi de me développer sur avec qui je voulais travailler, quel type de personne, parce que au final, ce qui m'a enrichi dans mon parcours, que ce soit en tant que footballeuse ou on va dire même quand j'étais prof en lycée ou même à l'université, même aux États-Unis, c'est que j'ai rencontré des gens de milieux différents en fait, éclectiques. J'ai rencontré des gens aussi bien très pauvres que très riches. J'ai rencontré des gens de milieux différents, de classes totalement différentes. Et je dirais que c'est ce qui m'a enrichi. Je n'avais pas envie de forcément me limiter à ce niveau-là. Donc voilà. Et donc, alors aujourd'hui, alors l'actualité immédiate, ou en tout cas les projections, c'est quoi les prochaines étapes alors? Les prochaines étapes, là, je me concentre vraiment du coup sur mon projet d'entreprise parce que c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Parce que l'avantage que j'ai, c'est que je peux travailler de chez moi et je travaille avec des gens qui sont partout en France. Voilà. À terme, j'espère que ça se développera à l'étranger. Ce sera sur le long terme. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Je vois pas les journées passer. Tu proposes des accompagnements Ouais, c'est ça. Je suis coach consulting à distance, comme on fait à l'académie. Donc, j'ai le côté où je fais prépa mentale, où je suis avec des athlètes. Et j'ai le côté où, par exemple, je travaille avec des DRH. Où c'est plus le côté coach de vie, plutôt que préparateur mental, mais plutôt coach de vie, où là, on va s'intéresser, où j'accompagne les gens, par exemple, qui sont en perte de sens dans leur vie, dans leur carrière, dans leurs relations. Et mon précepte, moi, il est basé plutôt sur les 4 consciences. Donc, le fait qu'on est caractérisé par 4 consciences, donc la conscience corporelle, mentale, spirituelle et émotionnelle. Et derrière ce process, c'est que si vous voulez, un déséquilibre dans une de ces consciences fait qu'on est un petit peu déconnecté de qui on est vraiment dans notre vie et c'est ce qui apporte un peu des déséquilibres. Donc, je travaille via différents outils avec ces gens. De un, pour faire passer ce qui est inconscient conscient. Écrouler des charges émotionnelles, etc. Se reconnecter à eux-mêmes surtout. Et surtout reprendre la direction de leur vie et les accompagner dans ce qu'ils veulent vraiment en fait, à réaliser leurs projets, leurs rêves. Mais voilà, c'est un cheminement. C'est un cheminement parce que souvent ces gens-là, ils arrivent, ils sont en perte de sens. Ils savent plus comment faire des choix. Ils sont en contradiction totale ou ils sont pris entre leurs obligations et ce qu'ils veulent vraiment. Donc nous, on met de la clarté dans tout ça. Et voilà, qu'ils retrouvent une direction simple, fixe et que ce soit en alignement avec eux pour qu'ils soient vraiment accomplis. Il va y avoir du travail là avec toutes les personnes qui se sont retrouvées pendant 2 mois confrontées à une réalité qu'ils n'auraient jamais cru possible et qui du coup sont amenées à remettre en question plein de choses. Autant je sais que c'est difficile pour certaines entreprises, je sais que moi, mon emploi du temps a été jamais aussi rempli que pendant le confinement. Donc voilà, puis c'est un format qui me convient bien, parce que je pense que si je travaillais pas à distance, quand on travaille qu'à un endroit, on se limite à certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment le type de vie qui entre guillemets, ça me permet d'être partout et en même temps à un seul endroit. Voilà. D'accord. Et donc le foot alors? Eh bien le foot, progressivement je transitionne, on va dire. Je vais probablement arrêter de toute façon ma carrière prochainement. Donc voilà, j'ai d'autres projets qui m'animent dans le sport aussi. Il va y avoir d'autres. Je sais que ça va être le début d'autres aventures. Mais c'est vrai que le foot,
j'ai besoin, je pense, de mettre de côté. Et c'est surtout que je pense que je veux apporter d'une autre façon. Euh, J'avais des discussions là-dessus avec des personnes qui sont dans le système, justement, euh, où j'ai plus envie d'apporter, de par mon expérience aux États-Unis, de comment on peut changer le système, comment on peut faire évoluer les choses dans le foot féminin, et même avoir cet accompagnement des joueuses, parce que c'est tout ce qui est prépa mentale, etc. C'est très j'ai envie de montrer aux gens que la psychologie, ça peut être fun de se découvrir et qu'il n'y a pas besoin d'être sur une thérapie qui dure des années pour... Non, mon but, moi, c'est de donner les outils aux gens pour qu'ils soient indépendants, qu'ils se prennent en charge leur vie et qu'ils créent vraiment leur vie. C'est ça que j'ai envie de leur démontrer. Et ceux qui s'engagent dans un programme avec moi où je les suis pendant quelques semaines, c'est vraiment ça. Ils ont tous les outils après pour n'importe quel challenge, créer leur vie de manière consciente. Et je veux vraiment amener ce modèle-là, on va dire, de psychologie fun, rendre les sujets complexes beaucoup plus accessibles, parce que la psychologie, elle n'a pas du tout besoin d'être difficile. Mais je pense que ça permettrait aux gens de comprendre en fait comment non seulement leur corps, comment c'est relié à leur esprit, etc. En fait, qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et c'est vraiment une mission que j'ai, c'est de permettre de répandre un peu plus tout ça, et notamment dans le milieu du sport, où je pense que c'est dans le foot, c'est peut-être encore trop négligé et qu'on néglige la part de l'athlète. Un athlète ne peut pas être un athlète si on ne prend pas en compte l'humain d'abord. Et malheureusement, dans beaucoup de systèmes, c'est le sport professionnel qui veut ça, il y a très peu de suivi, il y a très peu d'équilibre au niveau des études, au niveau de reconversion. J'ai vu énormément de sportifs professionnels, des footballeurs professionnels, qui sont en crise d'identité totale dès qu'ils terminent le sport. Et ça peut être autrement, en fait. J'ai envie de leur montrer que ça peut être autrement, qu'il n'y a pas... On n'est pas que notre sport. Et encore une fois, je reviens à la citation que vous me disiez, là, le stéréotype. C'est ce qui m'a marqué le plus, en fait. C'est que quand j'étais sportive, on m'identifiait que à la sportive que j'étais. Il y avait quelque chose de déshumanisant pour moi. À un moment donné, je me rappelle d'une interaction à Lille avec un supporter qui vient nous voir, il prend une photo avec nous, et moi, à ce moment-là, je veux engager la conversation, je veux apprendre à connaître, parce que c'est quand même incroyable. On est réunis autour d'un sport avec des supporters, ils viennent nous voir et tout. Et le gars, il prend sa photo, et ok, bonjour, au revoir. Il était juste content d'avoir pris sa photo avec une joueuse du LOSC, et j'ai aucun problème avec ça, mais c'est que moi, j'avais soif de découvrir les gens, d'apprendre à les connaître, et je me rappelle avoir été envahie d'un sentiment déshumanisant à ce moment-là. On n'est qu'un symbole finalement de quelque chose. Quoi. Et surtout de me dire, mais attendez, quoi, je suis pas que cette footballeuse. Je suis pas que cette footballeuse, et ils pensent que je suis comme ci, comme ça parce que je fais du foot. Mais non, en fait, j'ai plein d'intérêts. Comme je vous ai dit, la plupart des gens, ils savent pas que je suis adepte de philosophie, de musique, de poésie, d'art et tout. Et c'était vraiment difficile pour moi de garder tout ça sous prétexte qu'on était juste sportifs. Et ça va avec les médias. Il y a les médias, je dis pas que ça aide ou que ça aide pas, mais c'est compliqué parce que on cherche à vous identifier, à vous faire rentrer dans une boîte, et vous ne pouvez pas beaucoup vous exprimer, vous ne pouvez pas tout dire. Je ne suis pas de cet avis-là. Oui, ça, c'est un peu je ne sais pas si tu connais le film de foot, sur le foot, Coup de tête de Corneau, où le gars à un moment dit... Non, j'ai pas regardé. Mais... Le gars dit complique pas, quoi. C'est trop compliqué, il faut que ça reste simple. Alors, merci pour tous ces partages. Notre mot de la fin, en général, c'est un conseil à des jeunes. Alors, tu l'es encore jeune, mais tu vas passer justement résolument du côté de l'accompagnement, du conseil. Quels seraient tes quelques conseils à un jeune qui se lance dans un projet sportif, professionnel, et aux accompagnants? Quels seraient les deux, trois trucs, deux, trois questions à se poser pour gagner du temps Pour gagner du temps, la première chose, s'assurer vraiment que ça vient bien de soi, que c'est vraiment, vraiment ce qu'on veut, nous, et qu'on ne le fait pas par... parfois, c'est inconscient, mais des fois, on le fait par besoin de reconnaissance, par plein de choses. Et finalement, on suit peut-être des rêves qui ne sont pas forcément nos rêves. Donc, c'est vraiment important, je pense, de s'écouter soi, savoir vraiment ce qu'on veut, et ce qui évite par la suite plein de choses après dans la vie, plein de complications.
Donc vraiment, ça serait de se connecter à ce qui nous inspire vraiment, ce qui nous fait envie, ce qui nous motive, ce qui nous met de l'énergie, hein, parce que ces choses-là, c'est ce qui nous reconnecte à ce qu'on est vraiment. Donc voilà, suivre ses inspirations, ce qui est au cœur de ce qu'on veut faire. Et ensuite, surtout pas penser qu'il y a des limites. Il n'y a aucune limite. Le potentiel humain est incroyable et les limites sont seulement mentales, vraiment. Et je travaille tous les jours avec des gens. Je peux vous dire que le moment où je leur démontre que c'est juste une croyance, juste un bloc, qui les empêche juste d'accomplir leurs rêves, et que vous voyez cette étincelle dans les yeux et que vous dites « Ah, ça y est, elle a compris ». Et là, que vous voyez, si vous voulez, c'est comme un champ de possibilités qui s'ouvre devant la personne. Voilà. Donc, il ne faut pas croire qu'il y ait des limites. Il n'y a aucune limite. Le potentiel humain est vraiment incroyable. Donc, ça serait les deux choses que je conseille. C'est déjà c'est pas mal déjà. On va essayer de digérer ça et de faire passer ce message. En tout cas, Anne-Laure, merci beaucoup pour ce temps. C'était un super témoignage. Merci de partager avec nous. Bon courage pour la suite, dans le foot, sur le terrain ou ailleurs, pour le coup. Bon vent pour l'Académie de la haute performance. Et on vous retrouve sur un site, on te retrouve sur un site. Il est en création, je sais que je suis en retard de ce côté-là. Après, voilà. Pour me contacter, il y a mon mail tout simple, annelaure.davy@sphère.fr. Le site est en création, ça viendra. C'est beaucoup de changements d'un coup, du coup. Tu nous tiendras informés des prochaines étapes de l'aventure. Merci. Merci Anne-Laure. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.